Bonjour tout le monde, bienvenue au colloque international interdisciplinaire sur le développement en Afrique, réalité complexe et nouveaux enjeux dans un monde en transformation. Je suis Carmen Rico, professeur au département de communication sociale et publique, et j'ai le plaisir de vous dire que ce colloque est à notre connaissance, il y en a qui pourront témoigner, le premier qui touche à la faculté de communication la problématique du développement en Afrique ou Afrique et son développement à elle, à partir d'une perspective que nous avons voulu inscrire dans cette région si riche, mais ô combien souffrante. Ce projet de colloque s'insère dans le postdoctorat de Jean Crépin Niamsi, d'origine camerounaise, mais venant de France, c'est comme ça le Canada, et le fruit d'un travail collectif. Et à compter avec l'appui, et je commence par la maison pour vous montrer qui vous accueille aujourd'hui. À compter avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, de la faculté de communication, du doctorat conjoint en communication, de la chaire UNESCO-Bell en communication et développement international, et je remercie vraiment la titulaire de la chaire, Dr Magda Fusaro, qui va nous dire un petit mot après. A bénéficié aussi de l'appui du Collab, dont Pierre-Léonard Harvey, grand partenaire, du Bureau de coordination de l'Afrique du Service des relations internationales de l'UQAM, et il fait partie des lignes de recherche, bien sûr, de l'OBSCOMI, l'Observatoire de la communication internationale interculturelle, que j'ai l'honneur d'encourager, et du GERACI, dont je suis membre cofondatrice ou cofondateur, avec Christian Bobry, notre cher collègue, qui va arriver dans quelques minutes et qui est pris par la neige, disons. Ces deux instances de recherche qui sont comme des sœurs jumelles, comme j'aime dire, nous sommes particulièrement intéressés par les enjeux de développement en Afrique et au monde entier. Une petite équipe de travail a assumé l'organisation. C'est beaucoup de tâches, avec un dévouement que je tiens à souligner. Jean Crépin Niamsi, le coordonnateur, qui va vous adresser la parole. Marie Ketli, une afrodescendante haïtienne, pas africaine, haïtienne de dernière génération, disons. Je vais dire un mot après. Antonin Serpereau, qui est ici, et Hassan Bédou, qui n'est pas encore arrivé et qui a travaillé jusqu'à très tard. Tous ces 4 personnes ont énormément travaillé pour vous accueillir. Merci à vous, à chacun de vous, à chacune, Marie Ketli. Vous savez combien vous avez contribué. Et puis, les collègues de travail de l'équipe m'ont demandé de souligner la contribution d'Antonin Serpereau à tous les niveaux. Parfois, les papiers ne traduisent pas l'implication des gens et c'est une demande de ses collègues et des professeurs. Merci alors. Merci au comité scientifique que vous avez dans le programme. Notre gratitude à tous. Voilà donc pour les gens de la maison qui nous accueillent. Maintenant, je m'adresse à vous, les participants, en tant qu'intervenants, professeurs, chercheurs et étudiants, venus de ce continent chéri, l'Afrique, du Brésil, de France et d'ici, pour débattre en mode interdisciplinaire des questions d'un monde commun à partir des problématiques vécues dans le continent africain qui nous frappent par des réalités vécues par tant de millions de nos confrères en contradiction avec toutes les solutions éternellement proposées à distance. Nous allons donc aborder lors de ces déjournées des problématiques qui nous concernent, exposées par des auteurs africains qui sont ici présents, venus de loin, par des étudiants africains en séjour d'études, de ceux qui retourneront dans leur pays d'origine et de ceux qui resteront dans ce nord, et d'autres participants plus nordiques comme moi, mais qui partagent la même sensibilité pour un monde meilleur. L'Afrique est mal partie, ont regretté moult gens, mais elle nous interpelle. Nous sommes particulièrement honorés de votre présence intellectuelle africaine et ici, et je m'explique. Je vous donne un peu de contexte
c'est quoi les afrodescendants dans la société canadienne. Vous savez que la population d'origine africaine au Canada a des racines qui viennent du XVIIe siècle. À la différence de ce qui est arrivé aux États-Unis, la présence des afrodescendants au Canada est due surtout à des migrations volontaires, hein, qui étaient composées par des ex-esclaves qui venaient du Sud, à travers, je suis en train de traduire du portugais, excusez-moi, à travers un chemin de fer souterrain qu'on a Underground Railroad, qui était un réseau complexe de routes et de cachettes secrets qui était utilisé par les esclaves noirs qui fuyaient les États-Unis en direction du Canada. Et ça a été une des principales voies d'entrée des esclaves noirs, ex-esclaves noirs dans le pays Canada. Et ces routes souterraines étaient parcourues autour de 100 000 personnes. Au 19e siècle, nous avons eu un flux très nombreux d'immigrants noirs qui ont été attirés par le marché de travail local et qui se sont installés surtout à Toronto et Montréal. Donc, une des raisons par laquelle nous avons tenu l'idée de faire cela ici. Et évidemment, l'acceptation des immigrants a été accompagnée très fréquemment par des politiques assez racistes, hein, qui excluaient ces populations des meilleures conditions de travail. Heureusement, cela a changé à partir des années 62, quand on a eu une loi de... Ça m'échappe, je vais vous le dire, c'est la loi la loi de quitter au travail après, en 1995. A été modifiée, et puis avant, en 1996. Qu'est-ce que je veux vous dire? Selon le recensement de 2006, le contingent canadien d'afro-descendants atteignait 784 000 personnes, c'est-à-dire 2,5% de la population totale du pays, qui était la troisième minorité visible au pays. C'est ce qu'on appelle les minorités visibles. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous nous sentons très fiers de cette présence intellectuelle. On a souvent entendu parler de la méconnaissance ou de l'ignorance de la part des pays du Nord par rapport à la réflexion endogène, à la contribution proprement africaine aux problématiques de développement. Mais nous trouvons ici que les gens qui ont quitté votre pays pour venir ici se trouvent peut-être dans des meilleures conditions, mais ne sont pas toujours les conditions d'Eldorado auxquelles on rêve. Ces données que je vais vous partager ont été présentées il y a 10 jours à Bahia dans un gros congrès mondial sur la situation des afrodescendants. Peut-être vous aviez été là? Non, mais je suis au courant. Voilà, une immense rencontre et j'ai eu la chance d'avoir eu accès à la publication. Et ces données que je vous partage ont été rédigées par l'ambassadeur brésilien à Ottawa et par son équipe. C'est publié dans un bouquin qui s'appelle, avec un jeu de mots, Afrique, avec un jeu de mots Africa Fora, c'est-à-dire l'Afrique qui est embora, qui est en dehors mais, et noire en même temps. Donc c'est un jeu de mots difficile à vous traduire. Ouais. Alors, malgré la loi d'équité au travail et toutes les actions du gouvernement canadien, les ONG intéressées à la minorité noire au pays signalent la situation d'inéquité sociale de la société canadienne concernant les immigrants africains noirs, hein, minorité visible. Cela se traduit par la présence de Noirs qui travaillent dans les postes moins bien rémunérés, dans des secteurs qui ont un salaire traditionnellement plus bas. Ils présentent un taux plus élevé de chômage, ils souffrent de la marginalité, ils sont plus pauvres, ils possèdent un plus grand nombre de représentants en prison. Ça veut dire qu'il y a plus de Noirs incarcérés que d'autres types de minorités visibles. Cela veut dire donc que les Noirs canadiens, en moyenne, appartiennent à une minorité dont le revenu est un des plus bas au Canada.
Si je pense aux femmes noires, ça se complique encore. Elles courent doublement le risque. Étant noires, elles appartiennent à la minorité à plus faible revenu du pays. Étant femmes, elles gagnent encore moins que les hommes noirs. En 2005, la moyenne du salaire annuel de cette catégorie, les hommes noirs, atteignait le 79% de ce que les hommes, pardon, les femmes, le 79% de ce que les hommes noirs gagnaient. Et à peine les femmes noires gagnaient 57% de ce que les hommes canadiens perçoivent en moyenne, à un même niveau de travail. Donc, ces données ont été écrites et apportées par l'ambassadeur Piragibe dos Santos présent à Bahia. Tout cela pour dire que c'est une occasion très propice pour réfléchir ensemble, d'un côté et d'autre des océans. C'est un colloque interdisciplinaire pour entendre vos voix africaines, vos réflexions, pour confronter nos perspectives et pour essayer de nous comprendre mieux. Je vois que j'ai sauté une page et vous m'excusez parce que j'allais faire allusion aux étudiants qui sont présents ici, aux chercheurs de différents pays, du Maroc, du Congo, du Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, du Niger, pardon. Alors, excusez-moi. Merci donc d'être venu. Merci de nous apprendre sur votre réalité. Un savoir qui n'est pas transmis est comme une lampe dans un pot d'argile, disait un proverbe africain. Et allumons la lampe. Je tiens aussi à rappeler à travers une phrase de la présence d'un ancien collègue qui a été le fondateur de la chaire UNESCO Bell, Jean-Paul Lafrance, qui se trouve présentement à la Sorbonne pour une conférence sur le développement. Et dans une phrase pour sa conférence, il terminait en disant « Il nous fait rêver l'avenir et bâtir le présent ». Alors je tiens donc à que ce soit donc l'esprit rêver l'avenir mais bâtir avec des réflexions concrètes. Donc, je vous souhaite bon séjour dans notre terre d'accueil, Montréal. Bienvenue tout le monde et bonne colloque.